les contrées de l'Afrique, dans ces vastes océans du sable, là où les ancêtres ont posé leurs pas, là où les miens ont souri à l'environnement. Le Sahel, comme on a la coutume de l'appeler, est un vaste océan où l'imagination se crée et la raison s'épanouit. C'est dans cette atmosphère de génie que toute l'histoire se crée et toute l'histoire se façonne. Dans ce cadre de vie, je vis des gens qui savent donner de leur temps, de leur amour. Je vis des jeunes avec un bras de fer. Je les ai vus sillonner, je les ai vus tourmenter le désir. Je les ai vus déchirer la passion pour pouvoir éclairer le monde de sa bienveillance. Au cœur du Sahel, j'ai vu dans cette contrée de Djoliba un groupe de jeunes qui se sont réunis, tête collée à la tête. Je les ai vus la mâchoire serrée, je les ai vus les crânes fracasser les idées. Je les ai vus aussi créer une émission tant aimée. Hybride, pour l'hybridité de tout ce qui va et vient. C'est comme le premier coup du fil, c'est comme le premier coup de la vie. C'est comme tout ce qu'on peut chérir, tout ce qu'on peut aimer. C'est comme tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut accueillir. Hybride, c'est se mettre face à un miroir. C'est se regarder les yeux du monde. C'est se regarder, sentir le bébé pleurer. C'est se regarder la mère pleurer. C'est se regarder les larmes de l'humanité. Passion qui se démêle. Tendresse qui s'accroît. C'est beaucoup de yeux, c'est beaucoup d'œil, c'est beaucoup d'oreilles. C'est la voix douce qui malmène les mots. C'est les doigts magiques qui caressent les caméras. C'est aussi l'improvisation qui n'aime pas les champs vides. C'est aussi tout ce qu'on peut raconter à nos aïeux. C'est regarder la vie, c'est accepter de vivre, c'est être éco-responsable, c'est être vivant pour sourire demain. Bonsoir et bienvenue dans Hybride, le podcast. Ce soir, je suis avec Bachir Zanti, slammer de son État, État avec grand E, et de son État, État avec petit E. Nous sommes aux Galeries Taweno, la maison des artistes, la maison où les talents s'expriment. Et la personne avec qui nous discutons aujourd'hui, c'est un passionné de la liberté. Et ici, dans Hybride, le podcast, nous sommes drivés par la liberté. D'ailleurs, nous nous revendiquons d'être l'une des rares personnes à travailler de ce qu'on aime, de notre passion. Et Dieu merci, nous avons fait de notre passion une profession. Ce que nous vous souhaitons d'ailleurs. Mais la personne avec qui nous allons discuter aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus sur la passion pour les mots. Ce sont des magiciens qui prennent des mots qui n'ont aucun rapport et qui en donnent des sens. Bachir Zanti, bonsoir et merci d'être dans Hybride, le podcast. Alors ça, j'ai l'impression d'entendre un slam, mais ça fait énormément plaisir. En fait, merci. Merci à toi. En fait, la première question, c'est de savoir quel est pour toi le sens, c'est-à-dire quand on dit le sens, l'importance de la liberté. Alors, je pense que l'importance de la liberté, je peux essayer de caricaturer en deux exemplaires. Je voudrais qu'on imagine un hibou Moujia dans ma langue Hausa bien sûr. On l'imagine dans une chambre qui fait peut-être 6 mètres sur 6 et qu'on le laisse. On essaie de lâcher cet hibou-là. Dans la chambre, il peut battre ses ailes, mais il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas explorer le monde. D'autant plus que le monde qu'il va voir peut-être à travers la fenêtre, c'est un monde qu'il rêve d'explorer, mais il ne peut pas. Essayons de prendre le même hibou et de l'amener peut-être à l'Amazonie, de lâcher. Il va aller. Peut-être qu'il reviendra, peut-être pas. Pour moi, c'est ça la liberté, c'est cette joie de vivre. C'est cette joie, en fait, cette essence, c'est parent dans la vie. C'est ça qui fait la liberté. Essayons aussi de prendre un riche. Un riche financier en fait. Quelqu'un aisé financièrement. Qui est aisé financièrement. Donc, je vous dis, il y a un jour, on m'a raconté une histoire et je pense que cette histoire, elle caricature à mieux ce que c'est que la liberté. Il y a un riche qui avait une maison R+5. Et à côté de lui, juste au pied, existait un bon monsieur qui était en train de faire de la vulgarisation. Alors, tout le temps, le riche, quand il vient devant chez lui, il observe le monsieur
constate que le monsieur était vraiment dans une énergie positive. Il souriait, Ouais. il réparait les pneus. Sans gêne, il était tellement content. Mais le riche n'avait jamais compris. Parce que lui, avec tout ce qu'il a comme bien matériel, il n'arrive pas à avoir cet état d'esprit. Un beau matin, il l'appela. Il appela le monsieur et lui tendit en fait un chèque de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Le monsieur était retourné à son atelier et toute la journée, il n'avait pas souri, il n'avait pas travaillé. Et le riche l'avait appelé, mais je ne comprends pas, tu avais perdu cette joie de vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, tu vois le chèque que tu m'avais donné? Tout le temps quand je ne marche pas 2 secondes sans penser que quelqu'un derrière moi aurait peut-être envie de me l'arracher. Ou même peut-être me tuer pour le prendre. Et donc, la liberté aussi réside dans la facilité, dans cette aisance de vie. Quand on dit aisance, c'est pas seulement un bien matériel, Ouais, bien sûr. mais c'est aussi l'aisance dans la liberté d'expression et de réflexion. Ouais, c'est-à-dire la liberté mentale aussi. Exactement. Et donc, pour moi, la liberté, c'est cette joie de vivre. Super, merci beaucoup pour cette définition très claire et précise, en tout cas pour moi, de la liberté. Merci de mettre des images aussi sur cette définition-là. Parlons de l'art. Si je te demande aujourd'hui comment va le slam nigérien, comment tu vas me... Alors, je dirais que le slam nigérien va bien qu'il manque d'effectifs. Il manque d'effectifs, mais il va très bien. Un moment, le slam nigérien allait aussi très bien, mais était costaud en termes d'effectifs. Il y avait énormément de slameurs. Aujourd'hui, les slameurs se font rares, mais le slam va bien. Du peu que nous sommes, ça veut dire que le slam est bien représenté. Il va bien, mais il a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Justement, on en parlera. Et on va parler des soutiens. On va parler des soutiens, mais bien avant de parler de ces soutiens-là, quand je dis slam au Niger, moi, le nom qui me revient en tête souvent, la personne dont je suis le plus grand fan, ce n'est pas Bachir Gentil. C'est Jonel. C'est Jonel. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Jonel? Alors, Jonel, d'abord je ne sais pas si je réponds comme ça, tu vas le voir. Rien qu'avant-hier, on avait fait un voyage ensemble. On a fait Tawa, Maradi, Niamey. Et chaque nuit, je suis avec lui. Chaque nuit qu'il est fait, on est à la Fara de Alwara, comme on aime le dire. Donc c'est chez, comment on appelle, Amadou Edouard Lampo. On pose les grands. Chaque nuit qu'il est fait, de 21h, souvent jusqu'à 3h, 4h du matin. Jonel, c'est d'abord pour moi un grand frère. Parce que je l'ai connu aussi déjà étant dans le milieu slam. Mais c'est un grand frère. C'est un grand frère et c'est une figure emblématique d'ailleurs, pas en tant que Nigérien, mais en tant qu'Africain et en tant que slameur. C'est une figure emblématique du slam mondial aujourd'hui. Aujourd'hui dans le monde, tu ne peux pas me citer 10 slameurs renommés sans mettre Jonel en tant. Et donc du coup... Si tu le fais, c'est que tu as un problème de culture générale. Exactement. Et donc du coup, Jonel, c'est d'abord un grand frère, mais c'est aussi passer de un grand frère à un pote. Parce qu'aujourd'hui, quand j'écris beaucoup de mes textes, je discute toujours avec lui. Je lui présente mes textes pour qu'il puisse me donner son point de vue, son regard. Donc c'est en même temps un mentor, en même temps un grand frère, et en même temps une icône du slam qui a chez les gens qui respectent. Super. Quel est ton rapport aujourd'hui avec l'engagement? Je te pose cette question parce que Jonel, pour moi, il fait partie des artistes engagés que je suis, dont je respecte l'engagement et dont je suis convaincu que l'engagement ne sera jamais trahi. Je m'explique. L'engagement de Jonel n'est pas par rapport à un pouvoir politique, par rapport à un individu, par rapport à une classe sociale. L'engagement de Jonel, c'est par rapport à une société, par rapport à un état d'esprit, par rapport à un monde qui est mal, un monde en souffrance. Donc je sais très bien que quelqu'un comme lui, ça sera difficile de trahir ce type d'engagement est difficilement trahissable en fait, si je peux me permettre le mot. Aujourd'hui, c'est quoi l'engagement pour toi? Alors, je vais répondre en 2 étapes aussi. Pour moi, l'engagement, c'est être voué à une cause. C'est déjà ça. Ouais. Pour moi, en tout cas, j'ai défini l'engagement comme être voué à un état d'esprit qui te permet d'être connecté et de défendre une cause. Pour moi, c'est ça l'engagement. Maintenant, quand on parle par exemple de l'engagement ou de ma perception de l'engagement, moi, je pense que depuis, moi j'ai commencé déjà le slam en
disons 2011. Et depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose que je défends dans tous mes textes, c'est la civilisation africaine. J'essaie dans tous mes textes de montrer une partie de la civilisation africaine. Comment est-ce que l'éducation africaine existait, comment est-ce que la place du doodle, la place de la littérature orale, parce que c'est ce qu'on avait et ce qu'on maîtrisait. Tu vois, la place de tous les processus, par exemple, d'initiation mythique ou spirituelle chez nous en Afrique. Et je pense que toutes ces différentes philosophies, moi c'est ça que je suis en train de restaurer. Je suis aussi dans une transmission de savoir. Ça veut dire que je sais qu'aujourd'hui, les bibliothèques déjà se font rares, les jeunes ont du mal à partir se ressourcer. Alors moi, je me transforme en livre ambulant. J'aime bien les livres comme ça, parce que je me transforme en ces livres ambulants qui vont aller chez toi, prendre des informations authentiques qui sont certifiées sur la culture africaine et les pouvoir les mettre dans mes textes pour les partager. Partir chez l'autre, faire la même chose. Prendre les bouquins d'Amadou Ampateba, de Cheikh Anta Diop, d'Amadou Kourma, de tous ces penseurs, pouvoir les lire, tirer une synthèse et pouvoir les insérer dans mes textes écrits ou oraux et les dire pour que la génération ou même les gens qui sont en face de moi puissent être connectés avec ce qui m'est le plus cher, qui est ma terre. Cet engagement, je pense que ça s'est ressenti sur beaucoup de mes créations. Les premiers textes que j'ai enregistrés, disons, que j'ai lancés sur ma page YouTube, c'est Terre perdue. Terre perdue qui fait un peu l'anecdote d'une terre qui a perdu ses racines. Si tu veux, je peux plus le dire en arbre sans fruit d'un pays sans soleil. Quand tu prends ça, tu essaies déjà de voir une terre qui est en agonie et qui essaie de chercher, les yeux fermés, ses racines. Quand tu prends aussi des textes comme Mensonges populaires, comme Sage du village, et des spectacles comme Enracinement, d'ailleurs, ça dit tout, et des spectacles comme Sankara n'est pas mort un 15 octobre, toutes ces choses, pour moi, c'est du sens de l'engagement, du sens de ces devoirs, de ces dévouements vis-à-vis de la promotion et de la promulgation de la culture africaine. Merci beaucoup Bachir, merci infiniment pour ce partage. Et j'apprécie énormément cette richesse que nous avons dans cette discussion. Parce que dans Hybride, nous cherchons vraiment à laisser quelque chose dans 10 ans, dans 20 ans, quand les gens vont voir, où les gens respectent le travail qui a été fait. Et j'apprécie énormément la qualité de tous nos invités d'ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir des invités qui, quand on finit l'émission, on est content. C'est-à-dire, on se dit, ouais, là, on a un truc qu'on peut l'aider. Sankara n'est pas mort, c'est un de tes spectacles. Tu fais partie de l'un des rares artistes à monter des spectacles. C'est-à-dire que nous, la nouvelle génération, on est né dans un écosystème de hip-hop où les choses sont beaucoup plus faciles avec du beatbox, tu peux aller faire ton spectacle et puis tu reviens. Du coup, l'art de spectacle est vraiment en train de s'effacer, il essaie d'effacer complètement. Aujourd'hui, monter un spectacle, c'est quand même un gros challenge. Pourquoi tu tiens autant à ça? Ça sent très bien qu'avec, je ne sais pas, un haut-parleur, un amplificateur, un DJ, tu as déjà un spectacle. Pourtant, tu sors de ça, monter un spectacle, ça demande des danseurs, beaucoup plus de lumière, déjà une préparation en amont, des entraînements, une philosophie derrière, une logique, une écriture. C'est ouf de monter un spectacle que d'organiser un spectacle. Pourquoi tu choisis le côté le plus difficile, Jérémy? Alors, pour moi, déjà, pour se former, il faut aller dans ce qu'on pense être le mieux. Le spectacle, aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit beaucoup de choses qui se font ici, et quand je vois beaucoup d'affiches avec écrit dessus spectacle, quand tu pars, tu trouves que c'est un concert. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre un concert et un spectacle. Un concert, je peux prendre des textes que j'ai, juste venir sur scène et les présenter. Ça, c'est un concert, parce que déjà ça existe. Un spectacle, ça défend une seule thématique de bout en bout. Et peu importe, un spectacle, le minimum, c'est déjà 45 minutes. Un spectacle, le minimum, c'est 45 minutes. Après, tu peux aller jusqu'à 1h30, jusqu'à 2h. On a des spectacles. Sankara, il fait 1h27, 1h30 minutes. Alors, pourquoi je voudrais plus partir dans cette optique du spectacle? Parce que notre culture africaine n'était pas une culture
de partir en promenade de santé. Ce n'était pas une culture du folklore, c'était une culture purement authentique et purement riche. Quand on voit tout ce qui a été fait avec nos ancêtres, avec beaucoup de mythes, avec beaucoup de spiritualité, c'est toujours un spectacle qui est monté. Que ce soit en danse pour honorer la terre, que ce soit en danse pour honorer les vaudous, que ce soit en danse pour prier le dieu de la tonnerre, prier le dieu du soleil, tout ce qui va avec. En fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment un spectacle que ça se passe. Mais aussi parce que tout simplement le spectacle, pour moi, c'est une école. C'est une école, c'est quelque chose que tu vas faire 1000 fois, que tu vas apprendre 1000 fois. Un texte de Bichir Gentil aujourd'hui, quand je fais mensonge populaire, même si j'ai son nom, je peux le faire. Et ça aura la même dimension. Sauf si je veux changer, et peu importe ce que je vais donner à ce son-là, je le ferai. Mais un spectacle, ça se vit à l'instant présent. Ça veut dire que tu as l'impression tout le temps d'improviser un truc. Bien que cette chose a été déjà préparée. Exactement. Et donc, du coup, aussi parce que le spectacle, ça te permet une discipline. Ça te permet d'écrire 49 pages ou 50 pages sur une même thématique, en faisant tous les contours, en n'oubliant personne. Si tu veux parler de la vie sociétale de Niamey, tu ne vas pas oublier les mendiants qui sont dans la ceinture verte. Tu ne peux pas oublier aussi les taximans qui sont là. Tu ne peux pas oublier les riches qui ont des R+8. Tu ne peux pas oublier les pauvres qui ont des tentes. Tu vas tout mettre. Tu vas mettre les voies boudronnées, tu vas mettre les voies latéristiques, tu vas mettre les voies sable. Tu vas mettre la poussière. Exactement. Tu vas tout mettre. Tu vas mettre le fleuve. Tu vas tout mettre. Il y a une discipline derrière le spectacle. Et c'est vraiment pour moi, c'est une école. Et le spectacle aussi, c'est une énergie. Ça veut dire quand tu prends déjà Sankara, comment ça a été fait. Sankara, déjà pour regrouper les textes de Thomas Sankara, les discours de Thomas Sankara, ça nous a pris minimum 1 mois. Il a fallu prendre tous les discours de Thomas Sankara qui sont sur les net et contacter le ministère de la Culture du Burkina Faso pour avoir les discours de Thomas Sankara. Il nous a fallu ici faire un prix avec Amadou Edouard Lampo, qui était en ce moment le directeur de la Bibliothèque nationale, et avec Joël, avec aussi Diasigo Tchimbiano, qui est le président de l'association Le Crapaud, qui gère la galerie pour lui. On a fait un boulot de près d'1 mois pour trier de pratiquement 250 et quelques pages à 45 pages. Et donc, on s'était dit, mais le spectacle va s'articuler autour de quoi? Et on avait compris que le spectacle doit s'articuler autour de la date qui a sonné le décès de Thomas Sankara, qui était le 29 juillet. Parce que Thomas Sankara était réellement mort le 29 juillet. Le 29 juillet, il a prononcé un discours contre la dette. Et c'est le jour où la décision sur sa mort a été prise. Et il a dit ce jour-là, si vous ne me soutenez pas, je ne le reviendrai pas. Exactement. Donc c'était un peu un adieu. Exactement. Camouflé, mais malheureusement c'était vraiment il a tout dit. Et donc du coup, je pense que on est parti dans ce sens. Le premier travail, c'était de faire le tri. Le deuxième travail, c'était de prendre le texte là qui a été trié et de le bûcher. Et de les rendre comme Thomas Sankara l'a rendu. Ça veut dire qu'il y a déjà une discipline. Et je n'ai pas le droit d'oublier une seule virgule. Parce que ce ne sont pas les paroles de Bachir Ghani. Ce sont les paroles de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, ce n'est pas un président burkinabé, c'est un président africain. Bien sûr. Ça veut dire que ce n'est plus un monument burkinabé. Ça nous appartient. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a une séance de recherche artistique, de création, de discipline. Après, il faut chercher les sons. Il faut chercher les sons. Il faut essayer de réfléchir comment on va dire, comment on va s'amener, quel son doit venir en première position. Après, pour partir en intermède, comment on va le faire. C'est une vague de corps. Et donc, ça te prend un temps. C'est comme si tu es parti à recherche à l'université. Et à chaque fois que tu fais un spectacle, c'est la même chose. Et cette discipline, tu fais partie des jeunes qui l'ont acquis à l'université, à la faculté des arts et des lettres. C'est la faculté des arts et des lettres. La filière art et culture, quand on voit la filière art et culture, il y a des gens comme Aladin Maïga qui sont sortis de là-bas. Il y a Rabiou Kadade qui travaille avec nous depuis déjà bientôt 1 an, qui quand même est venu rehausser le niveau de notre équipe. Il y a toi, bref, on sent une excellence dans la pratique que vous avez aujourd'hui. La question c'est de savoir quelle était la place de la formation dans ce que tu es aujourd'hui. Alors, moi je pense que la place de la formation, c'est la professionnalisation.
Au début, c'est vrai que j'avais beaucoup de ressources, même au tout début, mais ces ressources ne sont pas canalisées. Ces ressources n'ont pas un point de vue administratif, ils n'ont pas un point de vue critique, ils n'ont pas un point de vue de médiation, ils n'ont pas un point de vue professionnel. Ça veut dire que j'étais artiste de passion, mais pas artiste de profession. Et il fallait partir pour devenir artiste de profession. Parce que la passion demeurera toujours, mais la profession peut ne pas exister. Et donc il fallait. Et il faut aller à la chercher. Exactement. Et donc du coup, je pense que la filière art et culture, en ce moment, elle m'avait nourri en tant que professionnel. Elle avait étayé mon sens de vision et elle avait aussi apporté quelque chose qui était le niveau et surtout la mutualisation, mais aussi, si tu veux, cette dimension beaucoup plus mondiale. Parce qu'aujourd'hui, nous, on avait l'habitude de se cantonner seulement au Niger et de regarder un spectacle qui est sur le point de vue de distribution à la Nigérienne. Mais quand tu pars à la filière art et culture, ça veut dire que là, on t'apprend à réfléchir ton spectacle sur le plan universel. Ouais, super. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes à un passionné? Est-ce que si un passionné ou une passionnée regarde cette vidéo, regarde ce podcast, est-ce que c'est un conseil que tu lui donnes? Dis, tiens, tu as la passion, mais cherche-toi à te former. Exactement. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote. Ah là, tu vas ouvrir la partie des anecdotes. Si tu commences l'anecdote, moi aussi j'en ai beaucoup à te demander. C'est juste une petite dans le même sens. On était parti un moment sur FESPACO. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, bien sûr, le festival. Exactement. Donc on était parti au FESPACO. C'était. Le festival panafricain des arts, du cinéma d'Afrique. Exactement. Exactement. Et je pense que quand on était parti là-bas, moi ce qui m'avait le plus touché, c'était qu'il y avait beaucoup de gens, tu vois, des gens qui étaient des docteurs en cinéma, des docteurs en théâtre, des docteurs en comédie, en mise en scène, des docteurs en danse contemporaine d'origine Afrique. Moi j'étais là, je me disais, ah waouh! Et on me demande, bah, gentil, toi, je suis slammer. Et en ce moment, j'étais slammer, mais j'étais professionnel, j'étais pas dans le domaine. Moi, au tout début, je suis ingénieur en télécommunication et j'ai une licence en biodiversité. Ça veut dire que j'ai dit ça, on a dit, mais ça n'a aucun lien. Ah oui. Après, quand j'étais revenu, je me suis dit, non, je pense qu'il faut aussi que tu puisses t'affirmer. Il faut aussi que tu puisses t'affirmer parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Nos jeunes n'arrivent pas à décrocher ces opportunités parce qu'ils n'ont pas les profils. Et les profils, c'est toujours important de l'avoir. Et c'est toujours aussi important parce que peu importe ce qu'on aura comme motivation, comme passion, comme talent, quand on va partir étudier ça dans une filière adaptée scientifiquement pour ça, universitaire, bah, on va se rendre compte qu'on dispose peut-être que de 25%. Bien sûr. Parfait. Là, tu as ouvert la porte aux anecdotes. En fait, dans Hybride, on revient sur les moments qui ont marqué notre invité. C'est-à-dire, tu as fait beaucoup de choses. Par exemple, tu nous parlais du spectacle Sankara. Moi, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote sur un spectacle que tu as tellement bien préparé que finalement, ça a foiré. Ou bien, il y a eu quelque chose de vraiment drôle ou bien de vraiment triste qui s'est passé, mais en mode anecdote en fait. Et puis ça t'est arrivé. Alors, arrivé, je dirais oui, mais pas vraiment capoté, parce qu'à chaque fois, moi, quand je prépare un spectacle, j'essaie vraiment de me donner à fond. Et voilà, c'est une affaire entre moi et moi-même. Mais je suis parti représenter le Niger l'année passée, au FESPACO toujours. Où j'étais parti participer à la compétition West African du Slam. Et donc du coup, j'avais vraiment préparé le texte. Non, le texte, quand j'ai vu le texte, je présentais le texte à Joël, il m'a dit que c'est top. Présenté le texte à tout le monde était d'accord. Et je suis parti. Bah, j'ai présenté le texte, mais j'étais deuxième. J'étais deuxième parmi 17 pays d'Afrique. Et sérieusement, j'étais triste, très triste d'ailleurs. Parce que je me disais que non, c'est pas possible que je sois deuxième. Avec ces textes et tout, avec tout ce que j'ai enduré pendant pratiquement un mois, juste pour maîtriser un seul texte. Et j'ai appris à dire le texte dans toutes les émotions que tu peux imaginer. Je te promets, je peux te faire le texte en pleurant, je peux te faire le texte en rigolant, je
je peux te faire les textes étant enjaillé, je peux te en fait toutes les émotions. Et que j'arrive, non, je m'étais dit. Après, quand j'étais sorti, j'ai été en train de me féliciter parce que bon, on fait deuxième place après. C'était pas aussi. Ah, bien sûr, quand même. Mais sérieusement, j'étais parti à l'hôtel comme ça. Et il y avait un cinéaste ici qui s'appelle Baïdad. Donc il était venu me voir, mais gentil. Mais sérieusement. J'avais juste envie de coigner des gens. Mais bon, c'était ça. Merci beaucoup pour cette anecdote-là. Et du bon courage. Hein. À l'époque, moi, je travaillais dans un média. Quand j'étais deuxième, donc ça fait partie des sujets qu'on a couverts. Et nous, on l'a vu quand même comme une fierté. Et c'était une fierté. Et donc, félicitations à toi. Ça fait plaisir. Deuxième anecdote. Bachir et les meufs. Est-ce que... t'es beau gosse. Yes. Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous raconter sur les meufs? Tu vois, Rodrigue, lui, par exemple, quand il a le meuf quelque part, il est là-bas, il ne bouge pas. Où est le cousin? Est-ce que tu peux me raconter une anecdote sur les meufs? Bien sûr, j'en ai une. Très bonne anecdote. Un jour, c'était en 2018, juste avant Covid. 2018, ouais, exactement. C'était en fin 2018. Donc j'ai préparé un voyage avec une série de voyages. Je devrais partir au Sénégal, je devrais faire la Guinée, je devrais faire le Burkina, je devrais faire le Bénin et le Togo. Donc j'étais vraiment en répétition et tout pour partir en tournée. Et j'étais venu au CCFN, en ce moment c'était au CCFN, je répète. Et je sortais du CCFN pour aller à la maison, quelque chose me disait, mais gentil, passe vers à manger, pour chercher un truc à manger et tu rentres. Je fais juste le tour. Mais je trouve une fille. Non. Mais j'étais passé sur la moto. J'avais oublié que c'était un sens interdit. J'étais revenu le sens interdit. Et puis je suis venu à côté de la fille. Et puis je l'ai touchée comme ça. Elle me regarde, monsieur. Je suis désolé, donc j'existe. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma mère. Je vous assure. On entend là. J'ai appelé ma mère. Et puis j'ai dit à ma mère, écoute, je suis devant l'hôtel de ville. Je ne vas jamais dire. Il me dit quoi? Il dit, je viens de voir une fille. Elle est extrêmement belle, mais j'arrive pas à l'affronter. Je ne sais pas quoi lui dire. Elle me dit, bon, on fait comment? Je dis, je te la passe. Et la fille, elle était à côté. Elle pensait que j'ai blagué. Non, elle pensait que j'ai blagué. Donc je lui ai tendu la barre, elle fait ça. Et puis la tête la barre, ma mère, elle fait ça. Mais après, j'ai gardé contact avec elle. C'est la mère. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Non, c'était dingue. Ça, quand même, c'était dingue. Il faut bien poser la bonne question. La dernière, c'est que tu as fait beaucoup de pays. Ouais. Tu as fait beaucoup de pays. Quel est le pays qui t'a marqué? Ou bien quelle est l'anecdote que tu peux nous raconter sur un pays que tu as visité? Tu dis, ça c'est trop bien, ou bien ça c'est pas du tout bien? Alors, moi j'aime particulièrement les pays africains. Particulièrement. C'est vraiment dingue, mais j'aime particulièrement les pays africains. C'est pas grave, c'est pas grave. Et je pense que j'ai des beaux souvenirs. Il y a des pays où je maîtrise vraiment très bien, comme le Niger. Tu vois le Togo? Ouais. Le Togo c'est comme le Niger. Cool. Comme le Niger, je maîtrise, je connais pratiquement toutes les régions du Togo, pratiquement beaucoup de départements et tout, parce que j'ai l'habitude de faire 2-3 mois, vraiment, et je fais tellement de tournées. Mais je pense que la chose qui m'a le plus marqué, c'était en 2018. J'étais parti sur un festival nommé Marathon, particulièrement au Bénin, à Ouida. J'ai fini un texte qui s'intitulait en fait Si la vie était à refaire. Exactement. Donc c'est en fait un texte c'est l'Afrique qui venait vers moi pour me dire sa désolation. C'est comme si j'étais juste à la fada chez moi et puis à l'Afrique qui était venue. Donc elle était en train de parler toute seule comme une folle et puis je l'ai interpellée. Donc je lui ai demandé d'abord tu viens d'où et tout ça. Et elle me racontait que c'était l'Afrique. Tu vois, et elle était en train de me dire, tu vois, si la vie était à refaire, on devrait normalement intégrer ça pour qu'aujourd'hui je puisse c'est la vie. Et puis c'était tellement triste, c'était en même temps tellement exactement. Il y avait un vieux qui était sorti du public. Donc il était venu, j'étais dans la police, je te promets, il était tout paumé. Il me regardait avec des erreurs moyennes. Il me dit, tu sais, si aujourd'hui j'ai beaucoup de biens, je te donnerai tout ce que tu veux. Et il a fait sortir sa poche, et dans sa poche il y a 125 francs.
m'a tendu des 125, il me dit c'est tout ce que j'ai comme richesse, bien, argent, et je voudrais te les donner. Jusque-là, j'ai les 125 depuis 2018. Ça y est, là, je ne l'ai pas encore touché, c'est vraiment dans... Et ça m'a beaucoup marqué de voir cette positivité, de pouvoir donner tout alors qu'on n'a rien. Juste parce que tout simplement, les mots ont résonné et que l'émotion a été touchée, a été effleurée. Et que tu te sens dans l'obligation de payer l'audition. Moi, je me suis dit, j'étais descendu de scène et j'arrivais pas à croire en fait. Non seulement que c'était le deuxième festival, c'était vraiment le deuxième festival dans ma carrière en ce moment. J'étais touché et je pense que ça reste une épreuve ou bien une histoire qui était faite de l'or en fait. Super, merci. Ouais, tu vois, ça c'était. Moi je suis quelqu'un de très émotif, donc ces histoires comme ça me bouleversent. On va parler de l'histoire des moyens pour faire de l'art. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont te dire est-ce qu'il y a de l'argent pour faire de l'art, est-ce que vous êtes soutenu financièrement et tout. Après, moi, on est une seule génération où on est vraiment fiers. On ne veut pas montrer nos faiblesses à qui on veut. Donc, je ne suis pas vraiment à l'aise de demander à quelqu'un comme toi, qui est vraiment un artiste, et l'artiste est nourri d'ego, si ça va financièrement ou pas. Mais j'aimerais quand même savoir comment tu arrives aujourd'hui à financer ton art et à vivre de ton art en fait, c'est-à-dire vivre de ta passion. Alors, moi je pense que déjà, ça va être au risque et péril. Quand on veut se lancer dans un métier, peu importe. Aujourd'hui, vous me verrez jamais la vieille dame qui fait le beignet devant la porte, c'est plein. Ou pouvoir programmer un document, fixer un projet et l'amener pour le financement. Moi, je pense que aujourd'hui, je peux l'affirmer avec fierté que je vis tous les mêmes moments. Parce que tout ce que je fais sont en lien avec le domaine artistique, culturel, bien sûr. Il faut aussi comprendre qu'on n'a pas besoin d'être sur scène pour gagner de l'argent. Moi, je peux former des gens, c'est ce que je fais. Je forme des gens. Je suis aujourd'hui spécialiste en écriture de projets artistiques, vraiment. Que je suis médiateur culturel, que je suis critique d'art, que je suis gestionnaire des ressources humaines, que je suis gestionnaire du patrimoine matériel et immatériel, que je suis gestionnaire de l'oralité, que je peux faire de la médiation culturelle, qu'il y a énormément d'autres choses en fait qui s'incombrent dans cette dynamique artistique et culturelle qu'aujourd'hui je commence à dire. Donc je n'ai pas besoin d'être tout le temps sur scène pour gagner de l'argent. Aujourd'hui je suis administrateur à la Galerie Bourré, je suis coordinateur de cet espace. Et c'est parce que tout simplement je suis administrateur culturel. Aujourd'hui il y a beaucoup de structures qui m'appellent à être médiateur culturel. Il y a beaucoup de structures qui m'envoient des œuvres pour me dire regarde, fais-nous une critique. Regarde, fais-nous une critique ou bien écoute ce son, fais-nous une critique. Et il y a énormément de choses. Il y a beaucoup qui m'appellent pour me dire que, par exemple, on est dans un concept où on veut archiver des choses dans le truc de la sauvegarde du patrimoine culturel. Est-ce que tu peux venir nous aider? Oui, à mes tarifs. Après, ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup qui peuvent m'appeler pour venir, par exemple, animer de l'atelier de slam thérapie. Et je peux faire beaucoup de sous-traitances à beaucoup d'organisations. Et donc je pense qu'en fait, l'art, c'est ça aussi. C'est cette polyvalence de faire beaucoup de choses. Et ça revient à la première question par rapport à la liberté. Exactement. Cool, super. Aujourd'hui, on est dans un contexte politique difficile. Pour ceux qui verront cette vidéo dans 10 ans, on est en 2024. Le Niger, le Mali et le Burkina ont pris leur destin en main. Ils ont pris souveraineté dirigée par des militaires. Et on est dans l'AES, l'Alliance de l'État du Sahel. Donc, toi, en tant qu'artiste, comment tu vis cette époque? Parce que c'est quand même une époque formidable. C'est une époque formidable. Moi, je pense qu'en tant qu'artiste, comment je vis cette époque? Je vis cette époque en dotant des gens, tu vois, aux gens du monde, en dotant les gens des réflexions, mais aussi des contenus des réflexions qui peuvent aider dans cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important que les gens arrivent à comprendre une chose.
que l'AES prend sa souveraineté, prend son destin en main, mais cela ne veut dire pas que l'AES est en guerre avec tout le monde. Par exemple, la dernière fois, j'ai animé un petit atelier avec des enfants qui font l'éveil là sur les ronds-points pour leur faire comprendre qu'en fait, un Français n'est pas notre ennemi. Mais la politique France-Afrique est un concept que nous devons tous comprendre. Et donc, du coup, moi, je mets mon art comme ça, en apportant des objets de réflexion aux gens, pour que les gens n'arrivent pas à s'embourber dans un truc qu'après nous allons regretter. Pour que les gens puissent comprendre qu'en France, tout comme au Niger, il y a énormément de nos frères qui sont français et énormément de leurs frères qui sont nigériens. Et donc, ce n'est pas une question de nationalité ou une question de couleur de peau. Et c'est vrai une question que de politique. là, je vais un peu pas te couper, mais te compléter en disant que on nous a tellement divertis qu'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est un combat de noir contre blanc. En fait. Non. Or, il y a des noirs qui sont tellement blancs dans la tête. Ouais. Et il y a des blancs noirs. Et des blancs qui sont tellement noirs dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire des parents, des enfants noirs qui ont des parents blancs? Qu'est-ce qu'on va faire des enfants blancs qui ont des parents noirs? En fait, déjà, on est dans un combat, si tu veux, de mondialisation, dans un combat de vivre ensemble, d'entraide, de compréhension mutuelle et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, le combat, ce n'est pas un combat des races, mais c'est plutôt un combat de politique. Ça veut dire qu'il y a des choses politiquement qui ont été tissées qui n'arrangent pas les pays d'Afrique ou qui n'arrangent pas notre pays que je maîtrise bien, qui est le Niger. Donc, il faut défaire. Il faut défaire, il faut casser ces liens politiques pour pouvoir instaurer un nouveau. Un nouveau que tout le monde aura le contrôle. Un nouveau, aujourd'hui, si on te pose la question, la loi, ça, tu peux être en mesure de l'expliquer. Ou comment est traité, par exemple, les richesses naturelles de ton pays, que tu peux être en mesure de nous donner au moins un bref aperçu pour nous dire que non, l'uranium est fait comme ça, que l'or est fait comme ça, c'est comme ça, que les pétroles est fait comme ça. Mais aujourd'hui, si je te pose la question, tu ne sauras jamais répondre. C'est vrai, parce que ça a toujours été opaque, bien sûr. Et donc, du coup, c'est une question de politique, ce n'est pas une question raciale. Et donc, du coup, moi, ça fait partie d'une chose que je suis en train de faire. Mais la deuxième des choses, ça fait partie aussi, en fait, je suis aussi dans un combat toujours de promouvoir l'identité africaine. Ça veut dire amener les grands hommes africains qui ont marqué l'histoire africaine pour que la jeunesse africaine puisse se dire que nous avons des modèles. Parce qu'on a toujours, durant longtemps, nous fait comprendre qu'en fait, qu'on n'a pas des héros, qu'il y a des héros du monde, que nous sommes des héros qui veulent partir pour devenir héros. Alors que les héros ne peuvent devenir que des héros. Donc, du coup, après, c'est fou en fait. Derrière, on a des Hazard. Derrière, on a Amadou Kourandaka, on a Sarounia Mampou. Derrière, on a énormément. On a comment on appelle en fait, derrière, on a le capitaine Thomas Sankara. Derrière, on a Fenja, on a Barry. On a énormément de personnes qui ont de la ressource, qui ont amené. Et même actuellement, on a Bachir Zanti, on a Jonel, on a Smarty, on a Smarty, on a Wadi, on a... Il y a énormément. Non mais comment je peux oublier son nom? Ne m'aide pas, mais je vais trouver son nom en fait. On a Diaz Kiombiano qui aujourd'hui nous a donné ce cadre-là en fait. Parce que la lutte pour la souveraineté ou bien pour l'affirmation de soi... C'est l'autosuffisance dans tous les sens. Et ça se passe sur tous les continents. Oui, dans tous les continents. C'est-à-dire on veut un centre, il faut qu'on arrive à créer notre centre. Voilà, c'est-à-dire que l'émission qu'on fait ici aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce centre-là, peut-être on le fera dans la rue, quelque part où quelqu'un va nous dire qu'est-ce que vous faites là, vous filmez quoi, dégager. Donc, tous ces efforts-là, pour moi, sont tellement importants et on est vers la fin. Je suis extrêmement reconnaissant à la galerie Taïwedo qui nous accueille aujourd'hui. Tu peux, pour ceux qui vont voir cette vidéo, tu peux parler un peu de cet espace-là. Qu'est-ce que ça représente pour l'art musulman? Alors, la galerie Taïwedo, c'est un bunker d'artistes. C'est une pépinière. C'est une pépinière d'artistes. C'est la maison où tu viens quand tu veux apprendre ou quand tu veux essayer quelque chose pour le faire. C'est aussi... C'est un laboratoire. C'est un laboratoire, c'est un laboratoire de recherche artistique dans tous les sens. On a des chambres de résidence, on a des scènes, on a une bibliothèque, on a une salle d'exposition, on a un restaurant,
on a des matériels sur place, donc les matériels sonores, les matériels de live et tout ce qui va avec. Notre seule exigence, c'est qu'à la galerie Tawedo, on ne dépasse jamais 23h45 parce que tout simplement, on veut permettre aux gens de rentrer chez eux pour pouvoir être à mesure de partir au boulot le lendemain. On veut aussi respecter la proximité pour permettre aux gens de dormir à 0h. On veut aussi permettre aux jeunes qui viennent de rentrer chez eux à 0h. Mais aussi, on n'accepte pas que un artiste vienne à la galerie Todo pour faire du playback parce qu'on veut aussi promouvoir l'excellence et tout ce qui va avec. Donc, c'est un centre culturel qui est là en bonne et due forme depuis 2017. Ça continue et ça continuera. Merci beaucoup. Merci Bachir pour cet instant d'émission que tu nous as offert. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de ton engagement pour la nature. Tu as une formation qui te donne aujourd'hui la possibilité de savoir de quoi a besoin la nature. Là, on a le fleuve Niger devant nous qui est en train de s'assécher, de Niamey jusqu'à Bamako, même une partie du Bénin. Le fleuve est devenu presque impraticable et pourtant, à l'époque, le transport fluvial c'était un transport parmi tant d'autres. Quand on sort dans la nature aujourd'hui, beaucoup de déchets plastiques, j'ai envie de dire, on se couche sur des déchets et on se réveille aussi dans les déchets. La gestion de la ville sur le plan gestion des déchets est vraiment problématique aujourd'hui. Il n'y a pas un coin de Niamey qui peut se taguer dire la partie la plus propre de la ville. Quand je vois par exemple Bounty Ena qui était à la base, qui était électrique, qui était beau, mais aujourd'hui malheureusement est en train de devenir sale et puis qui pue un peu. Le slam écolo, parle-nous et quel est l'objectif derrière, c'est quoi les rendez-vous, c'est quoi les prochaines activités? Alors, le slam écolo, c'est un festival qui met l'art d'islam au service de l'environnement. L'objectif principal est de sensibiliser par l'art l'opinion publique au respect de l'environnement. C'est vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est ça que j'allais dire, donc je vais sauter. Désolé. Non, mais en fait c'est trop bien parce que ça m'aide à comprendre que je ne me trompe pas. Ouais, merci. Et je ne me trompe pas. Et les prochaines dates, ça va être du 4 au 8 juin, toujours à Niamey. Ça va accueillir une compétition slam écolo. Ça va aussi accueillir 4 jours de formation avec les jeunes en technique de récupération artistique. On va essayer de faire des urbain récup art, donc en fait les ronds-points pneus là, on va sélectionner certains ronds-points pneus pour essayer de faire de ces ronds-points pneus en fait des ambassadeurs écologiques. On va aussi faire 3 grands concerts ici à la galerie Tawedo, à l'université Abdoumouni de Niamey, mais aussi à la maison de la parole de Liboré. Il y aura 2 grandes conférences à l'université et au CERTO. Il y aura un panel ici même à la galerie Tawedo. Il y aura 6 écoles qui seront visitées. Des plantations d'arbres, on va planter 1000 arbres dans beaucoup d'écoles. Donc il y aura aussi une caravane de sensibilisation qui va essayer de sillonner la ville pour un peu éduquer la population au respect de l'environnement, particulièrement à la technique de récupération artistique. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nos villes sont devenues des cimetières de déchets plastiques. Il y en a partout. On crée toujours, on utilise toujours, par exemple dans la journée, vous pouvez utiliser 5 sachets plastiques, mais que vous pouvez juste utiliser un seul. Si vous ne pouvez pas vous en passer, ça veut dire qu'utilisez au moins un seul au lieu de 5. Et si vous utilisez les 5, comment on va vous apprendre au moins à les éliminer ou à les récupérer. Donc du coup, il y a toutes ces choses, mais aussi pour essayer d'amener les gens en fait dans le temps antique pour qu'ils puissent visualiser le Niger 15 ans avant et maintenant. Donc avec des photos qui ont été prises, avec beaucoup de collectionneurs qui nous ont vendu. Et il y a aussi un spectacle intitulé L'homme qui plantait des arbres de Georges Ilono. En fait, qu'on va essayer de. Ça, c'est même un spectacle. C'est un livre que je suis en train de mettre en spectacle. Et le spectacle est l'histoire d'un homme en fait, qui a perdu sa famille et qui s'est consacré à la cause de l'environnement par la suite. Donc, il a pris un désert, histoire vraie. Il a pris un désert et il a transformé le désert en forêt de 87 km. Il a créé un village. Le village a pris. Il a créé et aujourd'hui dans cette contrée, c'est devenu le village le plus écologique, mais aussi qui nourrit pratiquement
la moitié de la population de chez lui. Et donc, du coup, on veut compter son histoire. Peut-être que ça peut inspirer les gens à savoir que les hommes sont aussi dotés et sont aussi doués à faire du bien de la destruction. Merci, les hommes sont aussi doués à faire du bien que de la destruction, même si le monde aujourd'hui nous donne raison et beaucoup de choses pour en croire le contraire. Je pense à Gaza, je pense à l'Ukraine, je pense au Sahel, je pense à Difa, je pense à Tiraleri, je pense à Gao, je pense à tous les contrées où les frères et les sœurs tombent chaque jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, notre rôle, c'est de raconter l'histoire du Sahel qui s'écrit avec les hommes et les femmes du Sahel. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, dites-le en commentaire. Merci Rabiou, merci Rodrigue, c'était Ibn.